Laure Courgeot du CIVAM, animatrice au CIVAM. Tu me rappelles ce que c'est le CIVAM, s'il te plaît? Donc le CIVAM, ça veut dire Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. C'est sur le Mont-Morillonnais. C'est une association qui est gérée par des agriculteurs qui mettent en place des projets pour développer des systèmes agricoles durables et pour développer les circuits courts. Et donc c'est une association. Il y a une 40aine d'adhérents dans le Mont-Morillonnais qui travaillent sur, qui font des échanges de groupes en fait. Donc voilà, Et toute cette semaine, on se retrouve, puisqu'on a un partenariat en cours, et toute cette semaine, on se retrouve autour du midi 13h rediffusé de 19h à 20h avec 5 paysans, parce qu'on a commencé la semaine à dire plutôt paysans qu'agriculteurs. On en reparlera peut-être tout à l'heure avec André. Et aujourd'hui, c'est André Berthomier. Bonjour André. Bonjour. Ta ferme, c'est le GAEC de la Fontalerie. C'est où? C'est quoi? Ça existe depuis quand? Enfin, raconte-nous tout. Ouais, GAEC de la Fontalerie est pas très vieux. En fait, c'est une société qui a été montée avec mon fils Damien pour qu'il puisse s'installer, tout simplement. Donc le GAEC de la Fontalerie existe depuis 2010. Mais la ferme est là depuis, enfin la famille Berthomier est sur la ferme depuis un petit bout de temps. Mon grand-père est né en 1898. Voilà. Et la ferme en tant que telle existe depuis bien plus longtemps que ça, alors? Oui, en plus, oui. Oui. Tu élèves quoi? J'élève des vaches et des moutons, on peut dire vulgairement. Une cinquantaine ou pas, de vaches. Ou pas vulgairement, d'ailleurs. Vulgairement, oui. Une cinquantaine de vaches et puis 300 brebis pour l'instant. Voilà. Dès le départ, c'était dans cette direction que tu allais? Oui. Un petit bout de temps qu'on est sur ce type de cheptel-là. Le cheptel bovin a monté un petit peu, les vaches ont monté un peu à l'installation de Damien, mais très peu en fait. Et tu n'as pas le label bio, mais tu travailles, on est quand même dans le concept de l'agriculture durable. Oui, on est dans le concept de l'agriculture durable. Damien me le reproche souvent, j'aurais peut-être dû prendre le label bio à un moment donné. C'est pas définitif. C'est pas définitif, c'est pas arrêté ça de toute façon. Mais on travaille comme les bio, j'espère. Laure? Oui. Le lien entre les gens qui n'ont pas le label mais qui finalement travaillent à quelque chose près de la même façon qu'en bio, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement sur nos territoires? C'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. C'est pas clivant finalement d'être ou pas bio? Non, c'est pas clivant. Enfin, nous, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on dit au CIVAM, c'est de dire il y a de l'agriculture biologique et il y a qui est un label en fait. Donc il y a même des gens qui ont des pratiques d'agriculture biologique, mais qui prennent pas le label parce qu'en fait le label il est payant et il impose quand même. Il est contraignant. Il est contraignant. Il n'y a pas de secours en fait. Ce qui compte finalement, c'est les pratiques plus que le label. C'est les pratiques plus que le label. Après, le label fait que par exemple on peut vendre dans certains endroits et pas dans d'autres. Ça ouvre certaines portes. Ça ouvre certaines portes, mais il y a aussi des gens, notamment dans des filières qui sont pas organisées, des filières d'agriculture biologique, par exemple le mouton, il me semble, ou des gens qui sont en bio arrivent pas forcément à valoriser leurs animaux dans une filière spécifiquement bio. Pourquoi? Parce que la filière n'est pas organisée. Peut-être André, tu pourrais plus l'expliquer que moi. Oui, souvent les filières présentes sur le territoire sont pas organisées pour aller vers les magasins qui vendent du bio, que tout simplement c'est une histoire de relations commerciales quoi. Ça commence tout doucement à... Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas encore le cas, mais ça va se mettre en place. Ça se met en place tout doucement, c'est le cas à Sodem, je crois. Il y a des agriculteurs bio qui arrivent à vendre leurs agneaux, puis maintenant ils peuvent abattre du bio aussi. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut aussi qu'il y ait toute la chaîne. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des abattoirs où, en fait, on peut pas abattre une vache qui est produite en conventionnel au même moment, sur la même chaîne, qu'une... Oui, il y a un cadre, quoi, en fait. Il y a un cadre, et du coup, il faut que toute la chaîne se mette en place. Faut que tout le monde soit dans les clous, voilà. pour qu'il puisse y avoir une labellisation. C'est ça. Donc c'est sur la route. On prend pas le label bio, mais c'est sur la route. Hein, et c'est quand même en évolution. C'est encore développé. Et d'après ce que tu me disais, André, tout à l'heure, dans ce que tu me disais, j'ai bien l'impression que vous allez bien finir par passer en bio. Oui, on est mûr, comme on dit. C'est évident, on travaille comme les bio, mais ce que je pourrais rajouter, c'est la grande intelligence du CIVAM, c'est que depuis qu'on est adhérent du CIVAM, on travaille avec des bio.
Et c'est important, on apprend les uns des autres. C'est extrêmement important et ça évite de il y a du partage, cliver, il y a du partage, il y a des échanges. Tandis que dans d'autres structures, on a tendance à séparer les gens et à faire des formations différentes. Et dans l'absolu, comme on disait tout à l'heure, ce qui importe, c'est les pratiques plus que les labels, quoi. Oui, c'est assez évident que c'est les pratiques qui orientent la production et qui font la production. Dans le CIVAM, il y a des gens qui travaillent en traditionnel aussi. En conventionnel, qui sont pas en bio. Je dis traditionnel, mais conventionnel. Et ben, du coup, oui, c'est à peu près. Alors, on a quand même vu que le CIVAM accompagne. En fait, c'est aussi ça, c'est que le postulat de départ au CIVAM, c'est de se dire le passage à l'agriculture biologique, c'est une démarche, et il faut remettre en cause tout son système pour que ça fonctionne économiquement et environnementalement en agriculture biologique. Donc, ça veut dire que des gens, par exemple comme André, ça fait un moment qu'il a fait évoluer ses pratiques. Et qu'aujourd'hui, il est mûr pour passer à un système d'agriculture biologique qui fonctionne, qui est rentable. Ça colle bien avec le projet du CIVAM, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, au CIVAM, on a de plus en plus d'adhérents qui sont en bio, mais je sais pas, je dirais que c'est peut-être moitié-moitié. C'est pas une condition sine qua non. C'est pas du tout. Et au contraire, Par contre, le concept d'agriculture durable, ça l'est quasiment, non? Une condition sine qua non. Les gens qui viennent au CIVAM, c'est des gens qui sont dans une démarche d'amélioration pratique. Qui ont envie, quoi. Qui ont envie de... donc après, ils y arrivent pas, ils s'arrêtent à un moment parce qu'après, ça leur semble trop compliqué. Voilà, qu'importe. Mais il faut que ça soit des gens qui aient envie de faire évoluer leur pratique. On fait la démarche. Voilà. Si on vient là, c'est justement parce qu'on se pose des questions et qu'on va aller vers une direction, c'est ça? C'est ça, ouais. André, tu es au CIVAM depuis combien de temps? Oula, ça c'est une bonne question. Je sais pas, Depuis toujours? Non, mais une petite dizaine d'années sans doute. Très certainement même. Oui. Tu mettais en avant dans ce que tu disais tout à l'heure l'importance de ce type de réseau dans tout ce qui est partage, mutualisation. André? Oui, le principe du CIVAM, c'est pas d'apporter une technique et de dire il faut faire comme ça. Souvent, Laure peut témoigner mieux que moi. C'est de réfléchir ensemble. Mais c'est de réfléchir ensemble, de voir les pratiques d'un tel ou d'un tel. Est-ce qu'on peut l'appliquer? Pourquoi elle est vertueuse? Est-ce qu'on peut l'appliquer? C'est quelqu'un d'autre, tout ça, tout simplement. Dans tout ce qu'on s'est dit depuis ce début de semaine, il y a des notions qui m'ont relativement marqué, comme par exemple avoir la maîtrise de l'outil. Qu'est-ce que tu en penses, André? La maîtrise de l'outil, c'est un mot qui englobe bien. Oui, non, mais par rapport à sa ferme, par rapport à son métier de paysan, justement. Disons que c'est pouvoir prendre les décisions qui vont bien pour la ferme, quoi, de ne pas être pris dans un carcan ou dans un contrat avec quelqu'un d'externe qui fait qu'on fait pas ce qu'on veut, quoi. Oui, c'est cette notion-là. C'est aussi de reprendre les commandes. Aussi. Reprendre le contrôle de la machine, si je puis m'exprimer. C'est une métaphore, on est bien d'accord. Même si c'est peut-être pas si facile, en fait, d'avoir toutes les commandes. Non, il y a des commandes, c'est évident qu'on maîtrise pas, mais comme nous, dans la mesure où on essaie de produire le maximum sur l'exploitation, comment dire, on fait avec les moyens du bord. On va pas chercher de moyens extérieurs pour essayer de nourrir les animaux ou plus d'animaux, quoi. C'est le principe, et c'est pas toujours facile à vivre, c'est pas toujours facile à faire. D'essayer d'être vers un maximum d'autonomie. Oui. L'autonomie alimentaire des animaux, c'est une condition. Et ça permet, ça permet d'avoir le contrôle. Oui, en partie, ça permet d'avoir le contrôle, parce que l'aliment reste très cher, l'aliment c'est la base. Peut exploser au niveau du prix, et puis on sait quand on achète des granulés, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. On sait quand il y a dedans c'est décrit, c'est très précis, c'est très contrôlé, mais bon, les céréales, d'où elles viennent, on sait pas tracer, bien sûr. Oui, alors que quand ce que tu donnes à manger à tes bêtes, c'est ce que tu fais pousser. Voilà, on sait à peu près d'où ça vient et comment c'était, si ça a été traité ou non, quoi. Ce qui m'a marqué une fois, moi, ça a participé à mon changement radical d'orientation, c'est que le marchand d'aliments du bétail me disait: vous savez, c'est du soja qui est non transgénique. De toute façon, qu'il soit transgénique ou pas, il vient du même bateau. Ah bon. Voilà, ça voulait tout dire. Comme si le bateau
bateau avait une incidence sur la qualité du produit. Oui, puis comme si du coup il est mélangé dans ce bateau, donc c'est pas tracé. Ouais. Il n'y a pas de traçabilité. Donc non, alors. C'est un peu ça. On s'est dit, on va arrêter tout ça. Ouais. Oui, on va trouver une autre solution. Ouais. Oui, ça a du sens. Ça a évidemment du sens. Donc, des bovins, des ovins, pour de la viande, hein. Oui. Pour de la viande, essentiellement, ouais. C'est des bovins limousins, des brebis plutôt, Suffolk, mais des brebis de viande, comme on dit. Comment tu dis? Des brebis de viande. Oui. Suffolk, c'est la race. C'est la race Suffolk. Ouais. Ça ressemble à une région d'Angleterre, il me semble. Oui. Ah, c'est ça. Comme pour Limousin, forcément. En fait, le nom des races provient généralement d'une région. Et là, des régions où elles ont été développées, où elles étaient où est le berceau de la race. Oui, le berceau, c'est ça. Pour revenir sur de ferme en ferme, Laure, c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. 28-29 avril. Comment que ça se passe? Eh bien, du coup, il y a 14 fermes dans la Vienne qui ouvrent leurs portes, donc qui accueillent tous les gens qui veulent venir. Donc c'est le samedi 28 avril de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Donc les gens peuvent aller sur les fermes, se faire expliquer. L'intérêt pour nous, c'est que les personnes puissent faire un peu des circuits et visiter plusieurs fermes s'ils le souhaitent dans la journée ou dans le week-end. Donc dans la Vienne, il y a 3 circuits. Il y a un circuit plutôt au nord de la Vienne, dans le Châtel-Rodet, un circuit plutôt autour de Poitiers, donc Seuil du Poitou, et un circuit ici dans le Montmorillonnais, où il y a 5 fermes qui ouvrent leurs portes. Cet événement de ferme en ferme, c'est un événement qui est national, qui est organisé par le réseau CIVAM. Donc au niveau de la France, il y a 22 départements qui participent à cet événement. Ça fait à peu près 500 fermes. C'est un événement qui existe depuis 20 ans et qui rassemble tous les ans autour de 300 000 visiteurs. Donc voilà. En quelque sorte, c'est les portes ouvertes de l'agriculture durable. C'est exactement ça. L'objectif sur le territoire. Voilà, sur le territoire. Là, l'objectif pour nous, c'est vraiment pas. Alors, il y a une majorité d'exploitations qui sont en vente directe, donc qui font des circuits courts. Il y a une majorité aussi, là, nous au CIVAM, d'exploitations qui sont en agriculture biologique. Mais l'idée de ces portes ouvertes-là, c'est que c'est l'agriculture durable. Donc, on a des agriculteurs qui ouvrent leurs portes, qui font pas de vente directe, donc qui ont pas de contact habituellement directement avec les personnes qui mangent, avec les consommateurs, les clients, mais qui ont quand même envie d'expliquer quelle agriculture ils font. Ça donne du sens. J'imagine que même quand tu fais pas de vente directe, ça donne du sens à ton travail que de l'expliquer. André ? Oui, bien sûr, oui. J'y pensais tout à l'heure en venant aussi, c'est que l'agriculture concerne pas que les agriculteurs, hein, elle concerne les consommateurs, elle concerne la société. Donc je crois que c'est important d'ouvrir les fermes et de dire comment ça se passe à l'intérieur, comment on travaille. Et le cas échéant, ça peut donner envie aux gens de réfléchir justement à leur mode de consommation, peut-être consommer autrement et puis consommer local. Oui. Ben oui, on y travaille tous les jours. C'est un peu l'idée. Local, oui. C'est un peu l'idée. Plus on consomme local, plus on a un visu sur les produits qu'on a dans l'assiette. Et ça a du sens. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure sur le soja qui était dans le même bateau, ouais, c'est pareil. Moi, j'ai le souvenir d'une fois d'avoir vu une boîte. Il me semblait que c'était, je sais plus, si c'était des artichauts et tu tournes la boîte comme ça, il y avait marqué Made in China. Et tu te dis, c'était peut-être pas les artichauts, mais c'était les asperges, voilà. Et tu te dis, mais attends, on est dans une région quand même. On est quand même dans une région relativement propice aux asperges et dans le rayon, c'était des asperges qui avait fait le tour du monde, quoi. Oui. C'est vrai que ça pose question quand même. Oui. Va trouver de la traçabilité dans ce cas-là. C'est ça. Oui, et puis il y a aussi, c'est aussi une question de territoire et de faire vivre le territoire. Enfin, l'exemple d'André et ce qu'ils ont fait autour de, parce qu'à un moment donné, par exemple pour la filière viande, il y a de moins en moins. Alors à Montmorillon, il y a encore un abattoir, mais il y a d'autres territoires où il y a plus d'abattoir. Pour faire abattre des porcs, par exemple, c'est très compliqué. Faut aller, il y en a plus dans la Vienne. Faut aller à Confolens, donc dans les Charentes. Et en fait, du coup, on perd aussi de la dynamique de territoire parce que derrière un abattoir, il y a aussi des emplois. Ce que vous avez fait avec Adrier, c'est aussi avec la CUMA de découpe qui a été recréée. Et du coup, c'est aussi un boucher qui est employé sur le territoire. Ça aussi, c'est un bel outil. Hein.
qui a été créé en 2015. Oui, 2015, qui a démarré en 2015. Et là aussi, c'est une façon d'avoir le contrôle sur son produit. C'était une réflexion à un moment donné, effectivement, de la nôtre, et puis les collègues aussi qu'on a rencontrés au CIVAM. C'est dit, on fait de la vente directe, mais à un moment donné, on donne notre bête à l'abattoir, et puis elle revient sous vide. On suit pas, on sait pas comment elle est découpée. Enfin, pour certains, c'était comme ça. D'autres avaient déjà goûté à une découpe bouchère de qualité. Et puis, parce que la découpe change la donne. Ah oui, la découpe change la donne. Moi, j'estime que le boucher qu'on a actuellement met de la valeur ajoutée à nos produits, quoi. C'est selon comment la viande est découpée, le goût ne sera pas le même. Oui. Vous savez, il y a des abattoirs, je faisais de la vente directe, et puis l'abattoir me faisait la découpe. Il me faisait la découpe à la scie, quoi. Il y avait quasiment pas de coup de couteau dedans, ça se voyait. Alors les côtelettes, souvent, suivaient pas l'os, quoi. Il y avait 2 os en travers de la côtelette. Uh-huh. Voilà, c'est pas le même travail qu'on fait aujourd'hui. C'est pas très précis, quoi. Et tu disais même l'exemple de l'agneau, par exemple, où on enlève. Alors, j'ai pas trop. Oui, alors l'agneau, c'est assez pointu. L'agneau, les producteurs souvent sont traumatisés un peu par les intervenants sur le marché qui disent vos agneaux ils sont trop vieux, ou ils ont mangé ça, ils ont une mauvaise couleur, ça va pas, la cuisinière sort de la cuisine quand on les fait cuire. Nous, l'agneau, quand il est passé dans les mains du boucher, il a enlevé la petite peau jaune qui fait l'odeur à la cuisson, il a enlevé la petite boule de graisse qui est à l'intérieur du gigot pour que le goût soit uniformisé. Mm-hmm. Et il nous met nos produits en valeur, quoi. Oui, et quand on goûte de l'agneau qui a la réputation d'être fort et tout ça, le vôtre, il a vraiment, oui, il y a un goût, mais pas si fort que. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie valeur. Oui, mais c'est un métier, hein. Oui. C'est un vrai Là métier. Aussi, c'est un métier. C'est un vrai métier. Il faut des bouchers. Je crois que c'est un peu dommage. C'est ce qui a manqué chez nous sur la filière, c'est que on produit sans doute des bons agneaux, mais s'ils sont gâchés au niveau de la découpe, si on y laisse certains gras comme ça, à l'autre bout ils sont mauvais. Oui, c'est pas moteur pour le produit, quoi. Non. Nous, un exemple. Avant, par exemple, on donnait 10 € pour une découpe pour un agneau. On avait la découpe à la hauteur de du prix. Ça valait bien ces 10 €. Boucher, on lui donne 25 €. C'est pour donner une idée. Déjà, par le prix, il y a une différence. Et par la qualité de découpe, il y a une différence. Et ça se connaît. Hein. Un bon exemple qu'on a, où on travaille beaucoup actuellement, nous, c'est nos gigots qu'on a fait là pour Pâques, là, avec l'os coulé. Souvent, les consommateurs. C'est quoi l'os coulé? L'os coulé. L'os coulé, le boucher, il va nettoyer l'os dans le gigot des 2 côtés sans l'enlever. Alors ça déstructure un peu le gigot. Beaucoup de techniques alors. Beaucoup de techniques. Mm-hmm. Après, il le reficelle. La cuisinière fait cuire tranquillement son gigot. La cuisinière ou le cuisinier. Ou le cuisinier, oui. Ouais, c'est vrai, il y a des très bons cuisiniers. Et après, elle prend un essuie-tout à la fin de la cuisson, prend l'os, le tourne, enlève l'os. Tout simplement, et après on fait des tranches, on n'a plus d'os pour faire des tranches. Et ça, les gens, ils apprécient, parce que on a le goût, parce qu'il faut savoir que c'est l'os et le gras qui donnent le goût à la viande. Et en plus, on a la praticité, là, quand l'os est enlevé, on fait des belles tranches au lieu d'essayer de suivre l'os. Oui, c'est ça, c'est que du coup, le fait de travailler en direct avec le boucher et vous êtes un peu l'intermédiaire, du coup, entre le boucher et la personne qui va acheter, qui va consommer. Et du coup, ça vous permet de demander au boucher, par exemple, de faire, il fait à ce que vous lui demandez, quoi. Alors que sinon, vous aviez un colis avec tant de. Là aussi, on a de la maîtrise sur la filière. Oui, on a de la maîtrise sur la filière. Oui. Oui, on a de la maîtrise sur nos produits et comment on veut. Puis en plus, là, on a la chance d'avoir un boucher qui est jeune, qui est réceptif. Je vois il y a pas longtemps un grand salon qui s'est passé là, Técovin pour le. C'était pas situé. C'était à Bellac ou au Dora, je sais plus. C'est à Bellac. À Bellac, oui, Bellac. Oui. C'est un bel événement. Là, on a vu que les épaules désossées, certaines écoles le faisaient rondes. Souvent une épaule désossée, notre boucher nous le faisait en rôti, nous plus ou moins allongé. Est-ce que là, les épaules désossées, tu peux les faire en rond, c'est vrai qu'en rond c'est magnifique, quoi. Puis ça cuit tout aussi bien, on a des très bons retours, et c'est joli comme tout, quoi.
Eh bien, j'aurais appris plein de choses toute cette semaine, hein, de toute façon. Parler avec André Berthomier du GAEC de la Fontalerie à Adrier et Laure Courgeot, animatrice au CIVAM à l'occasion de l'opération de ferme en ferme, donc le 28, le 29 avril, c'est-à-dire pas ce week-end, celui d'après. Et les visites sont gratuites, hein, c'est important de le préciser. Oui, tout à fait. C'est gratuit, ouvert à tous. On a un petit concours d'épouvantail, si ça vous intéresse. Oh, oh. En rapport avec la plaquette d'ailleurs, tiens. Oui, voilà, en fait, le logo l'emblème. Qui fait cette plaquette d'ailleurs? Ah oui, eh ben c'est Pauline Fleury qui nous a fait le graphisme de la plaquette, du flyer, qui est graphiste et qui est installé à Saulgé-Plaisance, il me semble. Oui. Voilà. Il faudra que tu me donnes son contact pour que je puisse l'inviter. Oui, pas de problème. C'est quoi cette histoire d'empreinte foncière? Alors oui, du coup, on discutait. Oui, on en parlait en off tout à l'heure. Voilà, Oui. C'est ça. En fait, donc les agriculteurs qui participent là à l'opération de ferme en ferme sur la Vienne ont fait avant l'opération un diagnostic de leur exploitation pour leur donner un peu des éléments pour pouvoir présenter leur ferme au grand public et notamment au regard de l'agriculture durable. Et un des indicateurs qu'il y a dans ce diagnostic, c'est l'empreinte foncière. Qui en fait donc les agriculteurs ils ont un certain nombre d'hectares sur leur ferme à eux sur lesquels ils produisent des cultures ou des prairies et en fait cet indicateur là permet de se dire par rapport aux achats extérieurs qu'ils font notamment alimentaires de savoir combien d'hectares ils utilisent à l'extérieur de leur ferme. Donc ça veut dire que peut-être ils ont des fermes. Ah oui, ce que tu achètes de l'extérieur, ça représenterait combien d'hectares par rapport à la ferme que tu as, par exemple, et ça donne un ratio, c'est ça? Oui, ça donne un ratio, ça donne un pourcentage de la surface. En fait, nous, pour prendre notre exemple, on est seulement à 106% des 135 hectares de l'exploitation. C'est-à-dire, il y a 7-8 hectares supplémentaires parce que... Par rapport à ce que tu achètes à l'extérieur. Par rapport à ce que j'ai acheté à l'extérieur sur une année donnée. C'est un bon ratio, n'empêche. Oui, il y a sûrement pire que là, ça correspondait à 3 tonnes d'aliments, je crois, et puis je sais pas quoi d'autre que j'ai rentré, enfin quelques kilos de lait, des choses comme ça, quoi. En fait, c'est une estimation de la surface que tu occupes ailleurs pour pouvoir fournir ton exploitation. Ouais, mais c'est une image qui est intéressante. C'est une image qui est intéressante, oui. Et puis on peut l'en transposer, comment dire, à l'infini. En fait, l'Europe est une grande ferme et quand on regarde bien l'Europe, elle est très exportatrice, mais elle est très importatrice aussi. Ouais. Donc ça, elle, on en parlait tout à l'heure aussi. Son empreinte foncière est énorme parce qu'on va chercher énormément de soja. On doit être au-delà des ailleurs. 106%. Ouais, on est au-delà des 106%, je le confirme. C'est évident. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça marche sur la tête quand, même pour aller jusque dans l'écologie, hein, quand le développement durable, tout ça, quand on déforeste partout dans le monde pour faire pousser, pour alimenter donc les bêtes, ou pour de l'huile de palme, ou pour faire du biocarburant. Il y a un moment, c'est plus que contradictoire en fait. Oui, c'est plus que contradictoire et puis c'est pas prendre en compte la valeur ajoutée qu'il peut y avoir sur le territoire et du coup s'occuper c'est aussi prendre en compte le fait que notre agriculture sur notre territoire, elle a un impact sur le reste du monde et que cet impact bien souvent il peut être négatif et que du coup relocaliser, c'est se dire peut-être faire moins de mal aussi. C'est la clé, hein, de toute façon, se réaccaparer le territoire. C'est consommer local, c'est une face. C'est ce qu'on disait l'autre jour. Consommer, c'est un acte politique, et consommer local, c'est se réaccaparer le territoire et puis donner de la valeur à son territoire. Oui, et du coup, le consommateur il est souvent minimisé parce que c'est assez dilué, mais le consommateur a un impact, peut avoir un impact énorme en fait sur ce qui se passe sur son territoire. Quand tu dis dilué, c'est que les consommateurs ils sont pas organisés parce que c'est chacun. Est-ce que chacun individuellement, on a l'impression d'avoir une action. Voilà, une action. On n'a pas l'impression de faire beaucoup de mal quand on va à Leclerc et ça veut pas dire qu'on fait beaucoup de mal, mais le fait d'acheter localement, c'est un réel. On est encore sur un système de niche de toute façon, hein, c'est-à-dire il y aura toujours des gens qui
s'en foutront de l'écologie, qui s'en foutront de l'alimentation, qui s'en foutront de la pollution. Enfin, tu vois. Mais on est encore sur un système de niche, mais n'empêche que ça prend forme, quoi. Il y a de l'espoir pour nos territoires. Il y a de l'espoir pour nos territoires, mais ça va tout doucement, quoi. On y va vraiment tout doucement. Il y aura toujours des gens pour ne s'intéresser qu'au prix final, sans se poser la question du chemin, déjà. Oui, c'est vrai, il y a ça. Et puis où on est mauvais, entre parenthèses, c'est que quand je fais comme tout le monde, je regarde la télé de temps en temps, je regarde les publicités, notamment alimentaires, mais je me sens tout petit. Il y a des grandes surfaces qui sont plus producteurs que moi. Vous savez, le slogan, là, ça y est, ils l'ont pris, ça. Ils produisent, ils vont produire écolo dans pas longtemps. Mais oui, mais le message y passe en attendant. Et nous, on rame un petit peu quelquefois, j'ai l'impression. Écoute, justement, je me suis énervé l'autre fois sur les pubs qu'on reçoit par kilo dans nos boîtes aux lettres. Et c'était une grande surface qui a partout en France et même certainement à l'étranger, qui disait si nos produits sont bons, c'est parce qu'on les produit nous-mêmes. Et quand tu connais un peu le monde de l'agroalimentaire et que tu sais que ce sont les mêmes usines qui fabriquent pour les marques repères que pour les marques, une usine comme Andros fabrique pour Carrefour, fabrique pour Leader Price, fabrique pour Aldi, etc., etc. Mais juste pas la même étiquette. Ouais, c'est ça. Parfois c'est pas la même recette, on est bien d'accord, mais c'est aussi pas la même étiquette. Et quand t'as un argument marketing qui dit c'est parce que nous les fabriquons nous-mêmes, là, il y a du foutage de gueule. Mais clairement. C'est vrai, mais ça génère des millions d'euros et ça nous passe devant le nez quand même. Oui, c'est bon. Mais un gazier comme moi qui s'énerve en lisant ça sur 1000 ou 10 000 qui en ont rien à faire. On est bien d'accord. Et là, donc le CIVAM, on travaille par exemple sur le territoire de Châtellerault où il y a un diagnostic alimentaire qui a été fait et on peut faire un peu des estimations de potentiel de consommation locale à partir des statistiques un peu qui ont été faites à l'échelle nationale et de ce qu'on sait de la consommation locale, des gens qui consomment local, ils ont plutôt tel revenu, ils appartiennent plutôt à telle catégorie. Et même avec... mais on n'est pas seulement dans le cliché des bobos. Non, on n'est pas seulement dans le cliché des bobos, mais même... C'est intéressant d'en parler de ça, parce que justement, il y a encore des gens pour dire, oui, mais le bio, tout ça, machin, c'est cher, et puis c'est que pour les bobos, alors qu'en fait, non. Non, c'est pour les gens du territoire. Alors il y a quand même un prix qui est redistribué. C'est se réapproprier aussi les marges en fait. Moi j'ai envie de dire l'économie du territoire. L'économie du territoire. Tu fais vraiment travailler le territoire de façon économique. Et il y a un potentiel, même si on se dit que la consommation locale c'est une consommation de niche, si tout était mis en place pour favoriser... Je dis de niche pour être réaliste par rapport à un effet de masse. Oui. On n'est pas encore dans l'effet de masse et pourtant j'ai bien l'impression que c'est l'avenir de nos territoires d'une manière globale. Mais même si on allait au bout des personnes qui seraient censées pouvoir s'approvisionner plus facilement, ça pourrait déjà avoir un impact sur le territoire énorme. Sur Châtellerault, les calculs qu'on a fait, ça montrait qu'il y avait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros qui pourrait être fait sur le territoire de Châtellerault si toutes les personnes qui potentiellement pouvaient manger local le faisaient. Ouais. Et donc, mais il faudrait installer beaucoup plus d'agriculteurs, il faudrait mettre en place les filières pour que ça soit possible de faire plus de circuits courts. Mais en fait, même pour les élus, il y a un vrai enjeu même économique pour les territoires, quoi. Bah, à part nourrir les importateurs et puis des gens à l'autre bout du monde, c'est bien. Des fois, c'est intéressant d'imaginer tout ce qui est commerce équitable, tout ça, ça a du sens. Mais sauf que j'ai envie de dire, sans être chauvin, il faut peut-être déjà penser à son territoire. Oui, puis des fois on fait du mal en fait ailleurs en voulant aller. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la déforestation et puis les OGM ou pas dans le même bateau dont tu parlais André tout à l'heure. Tu fais de la vente directe, André ? Oui, bien sûr, on fait de la vente directe. Comment ça se passe dans les deux viandes ? Il y a plusieurs circuits. Enfin, déjà, on a notre atelier là, à la CUMA avec notre boucher qui nous permet de maîtriser nos produits. Et après, on fournit plusieurs magasins de producteurs. Nous, on est en partie sur Marché Équitable, le Bon Coin Paysan à Chauvigny et la boutique d'à côté à Lijourdain, qui est une petite boutique associative qui a été ouverte il y aura 2 ans au mois de juin. Impeccable. Et après, on a un réseau de clients, un petit réseau de clients qui ont fourni... De fidèles ?
de fidèles du début, quoi, des gens du début. De toute façon, je crois que quand on a passé le cap, quand on a mis le pied dans le local, on n'a pas très envie d'en repartir. Oui, on n'a pas envie de repartir. Et puis, par rapport on pourrait parler de l'éducation au goût. Tu le disais tout à l'heure par rapport aux techniques de découpe, mais c'est vrai que voilà, là non plus sans être chauvin, et pourtant, voilà, il y a ça, puis il y a la notion de confiance aussi. Ouais, il y a la relation. Moi, j'ai passé ma carrière à avoir un ou deux intervenants sur la ferme pour acheter mes bêtes. Alors un coup c'est pas assez lourd, un coup c'est trop lourd, un coup c'est trop gras. Il y a toujours quelque chose, quoi. Alors ça donne pas le moral un certain jour, surtout quand. Alors qu'elles sont très bien tes bêtes. Elles sont, enfin, pour l'instant, elles me satisfont mes clients, mes oui, t'as un autre retour. Oui, j'ai un autre retour. Mais il y a une histoire aussi de relation, la vente directe, c'est ça, c'est que tu as le consommateur, à un moment, tu l'as en face, ou du moins il y a très peu d'intermédiaires, donc il se met en place une relation de confiance. Le consommateur, là, nous, on l'a en face, que ce soit dans les magasins ou quand on l'a en face. Et là, les retours sont intéressants, et les partages sont intéressants, je le dis souvent. Et ça valorise. Que ce soit Damien ou moi, on fait des permanences par demi-journée à ces magasins. Ça nous ouvre un champ aussi. On connaît des gens qu'on sort de l'exploitation. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer. Ça donne avec des approches différentes, avec des. Ça donne du sens. On s'enrichit. Ça donne du sens à ton métier, et puis ça le valorise aussi. Ouais, et ça m'enrichit moi personnellement énormément. Après, il faut dire quand même, c'est un sacré travail pour vous de se réapproprier tout ça. Ça vous demande du temps de travail. La vente directe, c'est quand même un. C'est évident que le temps qui est passé là, il n'est pas passé ailleurs. Donc c'est à nous. Oui, c'est une évolution du métier aussi. C'est l'évolution qu'on a choisie. Oui. On l'assume. Mais c'est vrai que c'est du temps passé. Mais qu'est-ce que c'est valorisant, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais. C'est très enrichissant de rencontrer des gens. Mais puis voilà, ça donne du relief aussi à ton travail. C'est-à-dire voilà, le fait de rencontrer les gens qui sont au bout de la chaîne, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'ouvrir nos fermes, que les gens viennent voir comment ça se passe au départ, quoi. Parce que c'est vrai que pour les personnes qui connaissent pas l'agriculture, ça peut paraître assez complexe. Et souvent, j'ai remarqué chez les clients, c'est qu'il y a jamais le même niveau. Ce serait trop beau, mais il y a jamais le même niveau de formation. Il y a des gens qui croient tout savoir, il y en a d'autres qui croient savoir quelque chose, mais et il y a tout. Et pour essayer de donner une approche et un message commun, c'est pas facile en fait. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est hyper important parce que ce lien entre, c'est aussi ça, c'est aussi le fait d'ouvrir, c'est ça qui fait comprendre d'ouvrir les fermes, c'est ça qui fait comprendre aux consommateurs que la viande du supermarché c'est pas la même viande que celle que vous trouvez en direct chez les producteurs. Et c'est nécessaire que les gens aient quand même un peu une base de comprendre comment ça se produit, mais c'est pareil, c'est vrai pour la viande, c'est vrai pour les légumes, c'est vrai pour le fromage, pour tout. Et j'ai envie de dire, la route est longue. La route est longue. mais bon, le concept, il est plus que valable. Oui, et puis les agriculteurs sont motivés, sont présents, sont dynamiques. La preuve avec donc le week-end du 28 et du 29 avril, l'opération de ferme en ferme. Venez découvrir l'agriculture durable en Vienne. Et il y a un site, c'est www.defermeenferme.com. Une jolie plaquette donc réalisée, tu le disais, par Pauline Fleury. Voilà, que je débrouillerai pour recevoir sur ce même type d'émission d'ici quelques temps. Pour revenir sur le CIVAM, les prochains rendez-vous. Alors les prochains Tant rendez-vous. Que je te tiens. Oui, sur le Montmorillonnais. Du coup après, c'est vrai qu'on a plutôt des actions qui sont en direction des agriculteurs. Donc on organise une ferme, enfin une autre journée ouverte mais technique pour les agriculteurs sur la question de la fenaison. Voilà, c'est faire quoi du bon foin. Ah oui. Pour bien je nourrir. Plein de mots. Donc, ouais, ça va être c'est ça. C'est que là ça va être plutôt technique et plutôt à destination vraiment des agriculteurs. Oui. Donc en interne. Voilà, pour faire du bon foin, pour bien nourrir ces animaux à base d'herbe. Donc avec de la démonstration de matériel, ça sera le 8 juin à Pindray, sur la ferme du Petit Poirat. Là, ça sera pas ouvert au public. Là, c'est pas ouvert au public, c'est vraiment ouvert en interne, voilà, aux agriculteurs. Et puis voilà, on a des journées. De toute façon, notre cœur de métier, c'est quand même de travailler avec les agriculteurs. Donc il y a des formations, des temps d'échange là qui vont avoir lieu sur mai, juin, notamment sur comment bien gérer ces prairies justement, parce que ce qu'on
ce qu'on disait aussi avec Philippe mardi dernier, c'est que l'agriculture durable et bio, c'est quand même aussi des techniques assez. C'est pas. Il y a quand même des techniques à mettre en place, notamment sur le pâturage, etc. Oui, c'est pas laisser le truc se faire tout seul. Hein. Non, il y a une grande technicité. Une vraie action. Voilà, oui, une adaptation à de l'observation. Donc, faut tout le temps se réadapter à la météo, à ce qui se passe dans les champs, à ce qui se passe aux animaux. Donc, voilà, ça va être ça aussi. Et puis, ce qui était intéressant dans ce qu'on s'est dit justement avec Philippe l'autre jour, je me permets de faire des liens entre les différentes émissions de cette semaine, c'était aussi d'observer le territoire et de respecter le territoire. C'est pas pour rien qu'il y a tel type de plantation, tel type d'arbres, tel type de haies, et puis tel type de bêtes aussi. Hein. On fait pas n'importe quoi, n'importe où. C'est ça. N'est-ce pas, André? Ça a été vrai, malheureusement, à un moment donné. Aujourd'hui, on voit bien, on fait n'importe quoi, n'importe où. Quoi. Quand nos collègues céréaliers du Nord viennent veulent absolument faire des maïs dans des terres qui tiennent pas l'eau, il y a un problème, quoi. Il y a un vrai souci. Oui, mais ça c'est parce que en filigrane derrière ça, il y a aussi une volonté à grande échelle de normalisation, c'est-à-dire la même production partout. Sauf que ça s'adapte pas à la réalité du terrain, quoi. Oui, c'est comme le cas chez nous aussi, les céréales qui mangent le territoire tout doucement, quoi. Dans mon secteur, le territoire est pas adapté aux céréales, c'est évident. C'est évident. Et pourtant, il y a de moins en moins d'élevage. Et de moins en moins, oui, pourtant, il y a de moins en moins d'élevage. C'est pour ça, là aussi, le chemin est semé d'embûches. Et la route est longue. Merci beaucoup à tous les deux. On va se quitter, si vous voulez bien, avec Nicolas Moreau. Hein, on reste dans le circuit court. Hein. Bon, c'est valable pour toutes les saisons, là, par contre. On est bien d'accord. C'est un titre qui s'appelle Montmorillon Swing. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir.